Avant de retrouver comme un jeudi sur deux la médiatrice de Radio France qui rend compte de vos messages avec Sandrine Trainer, la directrice, qui y répond. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, France, Algérie, la parole aux femmes, mémoire, oubli, féminisme et intersectionnalité des luttes, le poids de l'histoire, les impasses de la décolonisation, autant de sujets que nos deux invités ont choisi d'aborder dans un dialogue complice, retranscrit dans un livre qui paraît chez Odile Jacob, La tristesse est un mur entre deux jardins, un titre emprunté au poète libanais Khalil Gibran. Nos invités, l'historienne et féministe française Michèle Perrault, professeure émérite à l'université Paris Diderot, pionnière de l'histoire des femmes en France. Elle a notamment dirigé avec Georges Duby l'histoire des femmes en Occident, puis Les femmes ou les silences de l'histoire chez Flammarion. Bonjour Michèle Perrault. Bonjour. Et bonjour à l'avocate et féministe algérienne Wassila Tamzali. Bonjour. Bonjour. Ancienne directrice du programme pour l'égalité des sexes à l'UNESCO, fondatrice des Ateliers Sauvages, un centre de résidence et de création en art contemporain à Alger. Vous êtes l'auteur précédemment d'une éducation algérienne et de Une femme en colère. Et justement, dans cet échange, ce dialogue que vous ouvrez ensemble, échange épistolaire, vous vous êtes beaucoup écrit pendant ces moments où nous étions chacun chez nous, chacun chez soi. Vous avez ouvert cette correspondance. En ouverture de ce dialogue, Michèle Perrault vous demande, voici là, êtes-vous toujours une femme en colère? Et si oui, pourquoi? J'espère que je resterai tout le temps en colère, parce que ça me permet de me lever le matin avec un projet, quoi. Non. Et dans ce livre, en fait, la colère, c'est pas la colère, parce qu'on a voulu prendre le temps de la réflexion. Et je remercie d'ailleurs beaucoup notre éditrice qui a eu cette idée au départ. Et au départ, je ne voyais pas vraiment l'utilité, parce que Michèle et moi, si Michèle le permet, on est du même bord. Voilà, grosso modo, on est féministe, universaliste, on a à peu près les mêmes références, on a des amis en commun, on a fréquenté les mêmes lieux. Et en réalité, c'est tout l'intérêt du livre. Parce que cet intérêt, c'est de m'avoir obligée à aller très loin, parce que je n'avais pas réfléchi à toutes ces questions. Alors, le sujet du même bord vous permet d'aller dans la nuance aussi. Dans la nuance, ouais. Voilà. Donc, c'est pas un livre de femmes en colère, c'est un livre d'une personne qui a vécu la colère et qui connaît la colère et qui sait la partager avec ceux qui sont en colère. Ça c'est très important, parce que j'ai cette empathie vis-à-vis de ce que j'appelle mon peuple, vis-à-vis des Algériens, vis-à-vis des Algériennes qui souffrent de certains maux dont j'ai été épargnée par un jeu de privilèges, je dirais. Mais je comprends le ressentiment, je comprends la colère. Et c'est ça qui est c'est pour ça que j'ai dit oui, j'ai des raisons d'être en colère, mais en même temps, je pense que c'est un livre qui a essayé d'être apaisé, qui a essayé de poser les problèmes dans toutes leurs nuances. Voilà. Et on a besoin de ça en ce moment, parce que France-Algérie, les deux mots, les deux noms de ces deux pays, de nos deux pays, sont aussi en sous-titre de ce livre. Et cette relation France-Algérie, elle est particulièrement tendue en ce moment entre les deux présidents, Emmanuel Macron et le président Tebboune. Si les femmes avaient la parole, d'ailleurs, peut-être que les échanges seraient un peu moins rudes qu'ils ne le sont aujourd'hui. Mais juste pour comprendre avec vous d'où vous venez l'une et l'autre, en quelques mots. L'Algérie fait partie de ma jeunesse, dites-vous, Michèle Perrault. En quoi ? Si j'ose dire, ce fut la guerre de ma jeunesse. Hein. J'avais pas fait de résistance, évidemment, puisque j'étais trop jeune pour tout ça. Et la guerre d'Algérie, les tortures, ça a été Vidal-Naquet, l'affaire Audin et tout. Et de cette guerre insupportable. Hein. Donc, ça a été véritablement un engagement pour moi, à tout point de vue. J'ai fait ce que j'ai pu, modestement, hein, y compris quelques valises transportées ici ou là. Et en même temps, après, il y avait un grand espoir dans l'Algérie. On pensait aussi que l'Algérie allait donner l'exemple d'un pays qui allait se libérer à tout point de vue. Or, justement, c'est pas si simple, parce que le poids de la colonisation pèse longtemps. Et c'est probablement ce qu'on découvre aujourd'hui
dans, par exemple, ce qu'on appelle le décolonial, qui veut désigner, en effet, les effets à long terme de la colonisation. Donc, oui, la guerre d'Algérie a beaucoup compté pour moi, et j'ai un immense respect pour Wassila, et d'ailleurs, ce qui m'a peut-être fait un tout petit peu hésiter avant d'accepter, mais très peu, c'est l'inégalité. Hein. Je veux dire que Wassila est l'héroïne de ce livre. Hein. C'est elle qui a été avocate, qui a subi dans sa famille, avec l'assassinat de son père, hein, la guerre d'Algérie dans sa chair, en quelque sorte, et qui, tout au long de sa vie, a porté l'indépendance de l'Algérie. Donc, je me suis vue au point de départ plutôt comme une questionnante de son itinéraire. Elle l'a transformé autrement en un dialogue. Voilà. Voilà, la guerre d'Algérie fut notre guerre, hein, dites-vous, Michel Perrault, et peut-être à votre tour, Wassila Tamzali, vous pouvez en dire autant. Est-ce qu'on peut se dire que vous marchez quand même ensemble dans la même direction et que vous venez un peu du même endroit? C'est-à-dire qu'il y a une compréhension mutuelle entre vous deux? Oui, cette compréhension, moi, je l'ai avec Michel, évidemment. C'était parce que nous connaissions un petit peu. D'abord, j'avais lu ses livres. Et vous savez, cette question de l'Algérie, enfin, c'est Michel qui l'a posée, hein, je vais vous dire. C'est elle qui lance le débat en parlant de l'Algérie, de la guerre d'Algérie. Pour moi, la guerre d'Algérie, ça fait partie, c'est très douloureux, et l'ensemble d'ailleurs des sujets qui sont traités sont des sujets qui sont extrêmement douloureux, et je retiendrai cette phrase de Édouard Glissant quand il dit « Essayons de sortir de la débandade des mots ». Parce que le poids du malheur, voyez-vous, moi je sais ce que c'est que le poids du malheur, je l'ai vécu, et ce poids du malheur nous oblige à essayer de trouver quelque chose d'en dehors, parce que aujourd'hui la demande des Algériens est très claire, elle est très claire. Je ne peux pas aller trop vite, mais autant l'aborder parce qu'il y a tellement de sujets à aborder aussi. Cette demande des Algériens, c'est pas tellement. D'abord, c'est pas des excuses du tout. Les Algériens ne veulent pas d'excuses. Ce qu'ils veulent, ce qu'ils aimeraient aider à faire, hein, c'est aider la France à prendre conscience de ce monde colonial dans lequel elle s'est beaucoup formée, il faut bien dire, anti ou pro. Hein. C'est vraiment un poids dans l'histoire de la France. C'est un vrai poids. Pas seulement de la France, l'Angleterre, etc. Et ce que demandent aujourd'hui ces jeunes générations qui n'ont connu d'ailleurs ni le colonialisme ni l'esclavage, c'est d'entendre une volonté de toutes ces grandes nations qui ont colonisé les autres de dire « c'est fini, on veut sortir du colonialisme », voyez-vous. Et ça, c'est très très important. C'est pas une question de sortir les victimes. Rien ne peut réparer le malheur de la guerre. Rien ne peut réparer le malheur de la colonisation. Mais ça serait. Nous aimerions, puisque nous sommes le dernier pays à avoir été décolonisé, à avoir payé tellement cher. Et moi, c'est un peu farfelu ce que je vais dire, c'est un petit peu ridicule, mais j'ai comme une mission, c'est d'aider la France à sortir du colonialisme. Voilà. Notre présent est hanté des fantômes du passé, écrivez-vous justement dans ce livre, Wassila Tamzali, que nous soyons colonisés ou colonisateurs, traumatisés ou pas, les idées de race, de colonialisme, d'impérialisme reviennent comme un boomerang, un demi-siècle après. Comment expliquer cet effet boomerang, cet effet de cycle dans l'histoire, Michel Perrault? Parce que l'histoire, c'est la durée. Et on pense qu'on peut tourner la page. On a envie de tourner la page, comme le dit d'ailleurs Wassila pour les Algériens aussi. Hein. Mais peut-être encore plus pour ma génération, parce que on avait honte de cette histoire quand même. Hein. Et par conséquent, la paix, enfin, on allait faire autre chose, on voulait tourner la page. Mais le temps nous rattrape.
hein. La colonisation, c'est quelque chose qui a duré malgré tout, qui a été intense, dans la mesure où l'Algérie était une colonie de peuplement la plus achevée dans l'ensemble de l'empire colonial français. Par conséquent, la langue française imposée. Et une des choses qui m'a beaucoup intéressée dans notre dialogue avec Wassila, c'est que Wassila ne renie pas la langue française. Même si elle voit la place de cette langue dans le système de colonisation. Mais elle dit avec d'autres, Kateb Yassine, je crois, c'est notre butin de guerre. Hein. C'est-à-dire qu'on peut s'emparer de certains instruments faits d'abord pour coloniser, pour s'émanciper. Hein. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très important. Lors du Hirak, le soulèvement algérien, vous avez été marqué par le retour des vieux slogans de cette jeune foule qui en appelait aux héros de la guerre de libération, tout en remarquant que l'histoire ne se répète pas pour autant. Mais c'est vrai que 60 ans après, il y reste des fantômes qui continuent à hanter d'un côté comme de l'autre. Comment tourner la page ? Est-ce que c'est ce qu'il faut d'ailleurs, Wassila Tamzali ? Ou comment passer ? C'est la question que vous posez l'une et l'autre dans cet échange. De la mémoire à l'histoire. Hein. Et c'est simple, je vais vous dire, c'est simple. Par exemple, moi j'ai 80 ans, d'accord. Et je fréquente d'ailleurs que des jeunes gens et des jeunes femmes. Pourquoi ? Parce que en réalité, je n'habite pas une époque. J'habite un pays, j'habite le présent. Et la difficulté qu'on a de passer à une autre chose, c'est quand le présent ne vous accueille pas. Voyez-vous. Par exemple, c'est ce que j'écris dans le livre à propos de Kateb Yassine. Quand Kateb Yassine dit « c'est mon butin de guerre », c'est une période où nous sommes dans l'euphorie de la libération. Et pour Kateb Yassine, rien ne peut entraver sa course d'homme libre. On vient de gagner la guerre. Hein, on vient d'être indépendant. Et qu'il parle en chinois, qu'il parle en français, qu'il parle n'importe quelle langue, il est sûr d'être un homme libre, n'est-ce pas ? C'est cette assurance de liberté qu'avec le temps, nous allons finir par perdre, voyez-vous, et qu'on finit par réclamer à chaque fois. Parce que si le passé revient, c'est pas à cause du passé, c'est à cause du présent. D'ailleurs, dans toutes les histoires de couple et tout, c'est toujours comme ça. C'est pas ce qui s'est passé avant qui va entacher une difficulté de passer à autre chose, c'est vraiment le présent. Et c'est pour ça que, concernant par exemple Kateb Yassine, parce que Kateb Yassine dit aussi d'autres choses sur la langue. Il dit combien d'avoir été privé, d'être passé à la langue française, ça l'a coupé de sa mère. Ouais. Et ça l'a coupé, en le coupant de sa mère, ça l'a coupé des odeurs. Enfin, c'est très très joli ce qu'il dit. Et ce que je dis moi sur la langue française, tout en comprenant ce paradoxe extraordinaire, c'est que je ne parle que la langue française, voyez-vous. C'est que grâce à Derrida, grâce à ce qu'il dit sur la langue, cette langue française qui n'est plus la sienne quand on lui enlève la nationalité française puisqu'il est juif algérien, c'est de dire, tout d'un coup, je réalise que, et il dit aussi qu'on a plusieurs langues maternelles, et je réalise que j'ai 2 langues maternelles. J'ai le français, puisque j'ai été éduquée en français, et j'ai l'arabe. Et l'arabe, c'est une langue absente. Et vous connaissez le poids de l'absence dans le présent. Il est très, très, très important. Et donc, j'ai 2 langues. J'ai le français et l'arabe qui est absent. Voyez, c'est pour nuancer un petit peu. Et quand Michel a voulu lancer, à cause peut-être du départ du livre, de la résilience, on va parler de la résilience, parce que c'est un terme très très important, eh bien, la résilience ne peut pas se faire par rapport au passé, mais ne peut se faire que par rapport au présent. Et aujourd'hui, pour les Algériens, le passé ne peut pas passer à cause du présent. Parce que nous sommes dans une situation extrêmement difficile, pas seulement vis-à-vis de la France, mais vis-à-vis aussi des pouvoirs en Algérie. Et c'est ça qui fait notre difficulté. C'est que, au fond, quand on a été à l'indépendance, nous étions pour la décolonisation, avec un accent sur le « e ». C'est très important, on va parler des mots peut-être tout à l'heure. Tandis que le décolonial, c'est sans accent.
Et décolonial, ça ne veut pas dire décolonisation, ça veut dire anticolonialisme. Or, quand on a été indépendant, on a tourné la page du colonialisme. C'était fini. On ne voulait plus entendre parler du colonialisme. Vous voyez comment ça se présente. C'est ça qu'il faut mettre un peu en avant. Et c'est une avocate qui parle, d'où l'importance aussi des mots pour vous, Wassila Tamzali. Il faut dissiper les traumatismes par la parole salvatrice pour les individus et révélatrice pour la trame de l'histoire, écrivez-vous. Dites-vous, Michel Perrault, dans cet échange, la tristesse est un mur entre deux jardins, autour de la France et l'Algérie. Il y a quand même, dans cette idée de résilience ou de réparation, plutôt l'idée d'avancer, de trouver des mots qui vont pouvoir rassembler aussi. Il y a un rapport qui a été produit très récemment, celui de Benjamin Stora. Et c'est intéressant parce que vous n'êtes pas du tout d'accord l'une et l'autre sur l'importance de ce rapport, de son contenu. Vous louez, vous, Michel Perrault, cette efficacité par petits pas, en estimant que quand même dans ce long processus de reconnaissance, il y a l'ouverture des archives, il y a certains mots qui ont été dits et qu'il fallait à un moment mettre sur les papiers. De votre côté, Wassila Tamzali, vous estimez que ce rapport est un pétard mouillé, qu'il n'apporte pas grand-chose. Pourquoi ? Où se situe exactement votre divergence sur ce rapport Stora ? Nous n'avions pas beaucoup de divergences entre nous, mais nous en avions une, et du coup, nous l'avons soulignée. J'ai, vous l'avez dit, beaucoup d'admiration et de gratitude pour le travail de Benjamin Stora, et que je suis depuis très longtemps. Et j'ai lu ses livres, pour moi ça a été un fil conducteur. Par conséquent, j'ai plutôt salué ce rapport, comme vous l'avez dit, un petit pas, sachant que la politique c'est quand même compliqué, qu'il y a une opinion en France, que c'est compliqué pour un gouvernant, etc. Mais Wassila, forcément, elle a un autre regard là-dessus. Elle est plus exigeante. Mais justement, Wassila, qu'est-ce que vous auriez voulu voir figurer dans ce rapport qui n'y figure pas, ou ne pas y voir figurer qui y figure ? Vous savez, la politique des petits pas, moi je suis avocate et je suis juriste. Et je crois beaucoup à la force. Le droit permet imageante du droit. C'est-à-dire que le droit crée des univers. Le droit arrive à créer des univers. Je ne parle pas des petites lois, je parle des grandes lois de l'humanité. Et c'est extrêmement important. Et quand je réponds à Michel, d'ailleurs, en prenant appui, non pas sur la rive sud de la Méditerranée, comme vous me le dites, Michel, mais je prends appui sur le savoir français, parce que c'est d'ailleurs le seul savoir que j'ai, voyez-vous. Et je lui ai cité l'exemple de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quand le premier auteur de la première constitution française, je parle sous votre contrôle, 1789, quand il fait cette constitution qui est une rupture avec totale et qui a l'ambition de créer un monde nouveau, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il se rend compte qu'il lui faut avant ça une déclaration solennelle. C'est-à-dire qu'il y a dans l'histoire des peuples, il y a des moments où il y a des ruptures, comme dans l'histoire des individus. Il faut qu'il y ait des ruptures. Et la politique des petits pas, je cite la phrase de René Char, qui m'a accompagnée pendant tout mon travail aux Nations Unies. Je hais les gens qui prennent le feu avec des mains d'éponges mouillées. C'est-à-dire que la politique des petits pas, c'est les éponges mouillées. On essaye d'éteindre les feux. Or, il y a des feux qui sont tragiques, mais salvateurs, n'est-ce pas ? Et le grand problème de l'histoire, Michel, quand on la trafique, quand on la refait, quand on la réécrit, parce qu'il faut toujours la réécrire, l'histoire, voyez-vous. Et si bien que je vois, par exemple, en Algérie, et je salue aussi le travail de Benjamin Stora dans l'histoire de l'Algérie, comment on a vidé notre histoire de son feu, et qu'on n'en a laissé que les cendres. Mais que voulez-vous faire avec des cendres ? Rien. On a besoin de feu, n'est-ce pas ? Et si vous voulez écrire la Révolution française, il faut l'écrire comme elle s'est passée, avec le feu. Il faut essayer de transmettre le feu aux générations qui viennent. Voyez-vous ? Oui, et dans cette histoire de Benjamin Stora, de rapport, d'ailleurs, c'est pas lui, il suit les instructions du président de la République.
la politique des petits pas, non seulement, là, je vous parle de ce grand principe qui m'a toujours conduite dans mon travail à l'UNESCO, c'est-à-dire de toujours essayer de prendre le problème là où il est, d'une manière radicale, parce qu'il y a des problèmes qu'il faut prendre de manière radicale. Mais ce qui est beaucoup plus dangereux dans ce rapport, c'est que, à cause de cette politique des petits pas, il va finir par banaliser certaines choses. Et il sort de son contexte. Par exemple, déjà, on avait sorti de son contexte la mort de Maurice Audin, je m'excuse. Mais en sortant Maurice Audin de l'histoire de l'Algérie, on nous enlevait quelque chose, parce que Maurice Audin était algérien, et deux, on en faisait une anecdote, en quelque sorte. Et la politique des petits pas finit par perdre de vue ce que le président Macron voulait absolument, et en s'inspirant de Vidal-Naquet, c'est-à-dire la cohérence du système qui s'est abattu sur l'Algérie. Et Vidal-Naquet dit sans changer la législation. Le temps va passer très vite. Michel Perrault, un mot sur ce point? Oui, je comprends parfaitement ce que dit Wassila. Je pense que malgré tout, c'est peut-être même un grand pas. Voilà, ce petit pas est peut-être un grand pas si on voit la longue histoire de refus de reconnaître les choses de la part de l'État français. Ça se fait. Tout comme les mots d'Emmanuel Macron au lendemain pour les commémorations du 17 octobre 61, les mots qu'il a pu avoir ce week-end en dénonçant des crimes inexcusables pour la République. Encore un pas? Oui, c'est un pas important. Bien sûr qu'on peut rêver plus, mais quand même, un président de la République vient au bord de la Seine, à l'endroit où le massacre a lieu, et le reconnaît. Alors après, il peut y avoir bien sûr des analyses encore plus fortes et des regrets encore plus affirmés, mais je le prends dans ma génération où il y a eu tellement de refus comme quelque chose d'important. Gisèle Halimi, au Panthéon, son entrée a été refusée, décalée. Pour l'instant, elle est en suspens. Là encore, petit pas, grand pas, symbole important. Je pense que pour Wassila, comme pour moi, la venue de Gisèle Halimi au Panthéon serait quelque chose de très important. Mais vous comprenez les crispations ? Bien sûr, mais les crispations, ça fait partie de l'histoire. Et il y a tout le problème des harkis, bien entendu. On sait bien que c'est de ce côté-là que ça bloque. Mais Gisèle Halimi, c'est à la fois l'émancipation des femmes et la protestation constante contre la guerre d'Algérie et pour l'indépendance de l'Algérie. Wassila. Alors, je vais aller vite là, parce qu'il faut aller vite. Gisèle Halimi, je ne sais pas si elle aurait été vraiment ravie de servir comme ça de bouche-trou, en quelque sorte. Parce que Gisèle Halimi, je le répète, d'abord, c'était une amie. Elle a fait le premier procès politique à travers Djamila Boupacha. On arrête là, mais je pense que les gens auront compris. Par contre, sur la dernière déclaration du président Macron, quand il dit inexcusable par la République, donc c'est pas la République qui l'a fait. Vous comprenez? C'est ça le problème. Donc c'est pas la République. Mais où était la République ce soir-là? Où elle était? Elle était bien dans le bureau de M. Papon. C'était quand même le préfet. Vous l'entendez comme ça? C'est ça que vous appelez la débandade des mots ou du langage? Non, c'est pas la débandade. Moi, j'appelle ça la précision des mots, n'est-ce pas? C'est choisi. C'est un mot choisi, parce que ça a dû prendre du temps d'ailleurs. Inexcusable par la République. C'est-à-dire, c'est des parents qui rentrent le soir, les enfants ont mis le feu à je sais pas quoi, parce qu'ils ont fumé, et les parents vont sévir. Donc il aurait dû dire quoi? Il aurait dû dire que c'est un crime contre l'État. C'est un crime d'État. C'est un crime d'État. Un crime d'État. Voilà. Michel Perrault. D'accord, mais malgré tout, je prends ce qui existe comme quelque chose qui va dans le sens d'une histoire qu'on souhaite. Vous savez que Michel me prend une fois par semaine pour m'aider à me calmer. Voilà, on a commencé par la colère, on a terminé. Mais il y a quand même des choses qu'il faut dire. À part ce mot et ce cri de colère aussi de Wassila Tamzali. Il faut qu'on s'arrête là, mais il y a un regard passionnant dans votre échange et j'invite les auditeurs à s'y plonger aussi sur la jeune génération, la nouvelle génération féministe. Vous débattez du voile, là encore, pomme de discorde et on pourrait en parler pendant des heures avec des regards qui finissent par se retrouver sur certains points, sur les nouveaux mots, le décolonial, le retour du mot race ou racisé dans le langage. Toutes ces questions, vous les abordez ensemble dans ce livre d'échange. La tristesse est un mur entre deux jardins. Algérie, France, féminisme. Voilà, 3 mots importants. Pour le dernier, on vous retrouvera très bientôt. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Le livre paraît chez Odile Jacob. Merci mesdames. Merci. Merci beaucoup. France Culture, il est 13h22.
Le rendez-vous de la médiatrice. Et aujourd'hui, comme un jeudi sur deux, c'est le rendez-vous de la médiatrice avec Emmanuelle Davier. Bonjour. Bonjour Olivia. Pour répondre aux questions des auditeurs, la directrice de France Culture, Sandrine Trainer, est à vos côtés. Bonjour. Bonjour. Sandrine Trainer, bonjour. Nous avons reçu un certain nombre de messages au sujet de l'émission L'Esprit public de dimanche dernier. Un auditeur nous écrit « Je suis surpris et heurté par la présence du ministre de l'Éducation nationale dans ce débat sur l'assassinat de Samuel Paty et les interrogations sur la laïcité. Je ne crois pas que ce soit à sa place dans une émission qui doit développer plus un esprit critique qu'un esprit courtisan. On ne peut pas être à la fois juge et parti. Je ne dénie pas à France Culture le droit d'inviter un ministre, mais dans un autre cadre. » Et puis un auditeur ajoute « Je veux vous faire part de ma vive préoccupation, de mon inquiétude après avoir entendu l'Esprit public de dimanche dernier. J'espère que la formule qui aura consisté à offrir une tribune à un ministre en exercice sera une parenthèse unique, sans lendemain. » Sandrine Trainer, que répondez-vous à vos auditeurs nombreux à nous avoir écrit ? Que je suis heureuse d'abord de savoir qu'ils sont nombreux à écouter l'Esprit public. Cette plaisanterie passée, vous savez, il y a Emmanuel et sans doute un certain nombre de nos auditrices et auditeurs s'en rappellent, il y a une vingtaine d'années, je pense maintenant, une émission qui était une émission assez formidable sur France Culture qui s'appelait Le Rendez-vous des politiques. Et qu'est-ce que c'était le Rendez-vous des politiques ? C'était l'idée qu'il y avait un dialogue à avoir avec le monde politique, une discussion, voire un débat, voire des querelles à nourrir entre le monde intellectuel, le monde de la recherche et le monde politique. Et le rendez-vous des politiques, c'était ça. Plusieurs producteurs célèbres de France Culture ont animé cette émission qui faisait se rencontrer, discuter, débattre des intellectuels et des hommes politiques. Et à l'occasion de cette commémoration grave, de l'assassinat de Samuel Paty, nous avons eu envie d'essayer quelque chose que nous n'avons pas fait depuis longtemps. Donc c'était l'idée, d'ailleurs c'était présenté comme ça, que c'était une émission exceptionnelle et qu'on allait voir, de voir ce qui se passait quand des intellectuels, et en l'occurrence à l'Esprit public, il y a des intellectuels qui sont très versés sur la question de la laïcité, de la transmission. Monique Cantos-Perber, Dominique Schnapper, etc. sont tous sauf des courtisanes, et en aucun cas il n'y a eu d'exercice de courtisanerie à l'égard du ministre, mais une discussion entre quelqu'un en exercice et des intellectuels qui pensent le sujet. Les idées se sont frottées, c'était pas du tout éruptif et heureusement que ça ne l'était pas. Je pense qu'à France Culture, le débat doit pouvoir être apaisé, même quand on est en désaccord, même avec des politiques. Mais je pense qu'il est sorti de cette émission des idées qui étaient intéressantes. Pour autant, on n'a pas du tout l'intention de transformer l'esprit public. Donc cela avait un caractère exceptionnel. On poursuit avec une auditrice qui s'interroge au sujet des feuilletons et des fictions, particulièrement le samedi et le dimanche soir. Cela fait plusieurs années que vous repassez toujours les mêmes fictions et pièces de théâtre, nous écrit cette auditrice. Je trouve cette habitude et cette attitude méprisante à l'égard de vos auditeurs. Vous passez maintenant votre temps à faire des podcasts, c'est très bien. Seulement, personnellement, je ne suis pas moderne et je préfère écouter la radio. Si vous ne pouvez pas renouveler ces émissions, pourquoi ne pas en changer et programmer autre chose à la place ? Alors, Sandrine Trainer, que vous inspire cette remarque de l'auditrice ? Non, mais en l'occurrence, on ne passe pas du tout notre temps à faire des podcasts de fiction, et du reste, nous n'en avons pas proposé à nos auditeurs depuis longtemps, pas plus que nous avons été en mesure d'opérer le renouvellement de nos fictions autant que nous l'aimerions. Ça n'a strictement rien à voir avec le podcast, ça a à voir avec une petite chose qui nous est arrivée, qui s'est appelée une pandémie, qui nous a affectés durablement. Et vous voyez, autant pour enregistrer nos feuilletons, par exemple, nous pouvons procéder en petits groupes. Donc il a été possible, pendant la pandémie, de continuer à enregistrer des fictions, des feuilletons de 20h30, par exemple, ou des lectures. En revanche, il n'était pas possible de mettre sur le plateau le nombre de comédiens voulus en même temps. Et donc c'est vrai que nous avons un peu
davantage rediffuser tous ces derniers temps, en particulier le théâtre, que nous le faisions auparavant, mais on ne passe pas notre vie à rediffuser toujours les mêmes fictions. Nous avons un catalogue extrêmement fourni et je pense qu'il est bien aussi de le reproposer aux auditeurs, parce qu'il y a aussi des auditeurs qui n'ont pas entendu la radio il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et puis par ailleurs, je voudrais rappeler que nous avons fait un travail, le service des fictions a fait un travail assez remarquable qui a consisté à aller dans des théâtres partout en France, dans les banlieues, un peu aussi à Paris, pour capter des spectacles qui auraient tout simplement, qui seraient morts sans nous, puisqu'ils ne pouvaient pas être joués en raison de la pandémie et que la disponibilité des comédiens, des metteurs en scène faisait qu'en fait, ils étaient voués à disparaître avant même d'avoir vécu, et on est allé les enregistrer un peu partout en France. On termine avec ce message. J'adore France Culture et j'estime légitime de payer des impôts pour un service public de cette qualité et fondamental dans un océan de fake news, même si je ne suis pas forcément d'accord avec tout. Depuis la création du nouveau site commun Radio France, il n'est plus possible d'écouter en podcast les informations de 12h30 et de 18h avec un décalage de 15 minutes, comme c'était le cas auparavant. Il faut désormais attendre plusieurs heures, ce qui n'a pas de sens pour des actualités. N'avez-vous pas les moyens de mettre à jour des podcasts plus rapidement, nous demande cet auditeur. Je pense qu'il n'est pas le seul à se poser la question. Sandrine Trainer, que pouvez-vous lui apporter comme réponse un peu technique peut-être ? Non, mais c'est certain que si on écoute en podcast le journal de 12h30 à 18h, il vaut mieux écouter à l'antenne le journal de 18h directement. Je lui réponds qu'on a les moyens de faire beaucoup mieux et que je m'engage à ce qu'on fasse beaucoup mieux. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison technique évidente à ça. Merci à vous. On fera mieux. Parfait, merci à vous. Toujours, merci beaucoup à toutes les deux. Merci 1000 fois Emmanuel Davier. Rendez-vous dans 2 semaines. Merci Sandrine Trainer. Et à toute l'équipe de La Grande Table pour cette très belle semaine. Lucas Bretonnier pour La Grande Table des idées avec Laura Dutèche-Pérez, Henri Leblanc et Oriane Delacroix pour La Grande Table Culture. Avec l'aide précieuse toute cette semaine de Marie Fraboulet et Hosanna Chauvin. À réalisation, c'était Vivian Lecuivre. Merci à lui. Et Arthur Dumont à la technique. Demain, grande table critique vous attend avec Lucille Como, de la musique classique, Don Giovanni, Chopin, des études. Et aussi 2 expositions, dont celle de Viviane Meyer, qui sera discutée dans cette grande table critique de Lucille Como. France Culture, l'esprit d'ouverture.